Bienvenue dans un nouvel épisode des Tontons Golfeurs, où Sébastien, Antoine et Kevin débattent, décrypte, échangent autour de leur passion commune, le golf. C'est lui qui nous a permis de nous rencontrer et notre but est de vous donner accès à nos échanges, notre expérience, nos analyses ou encore des interviews exclusives grâce à nos connexions dans le monde du golf. Alors que vous soyez en voiture ou à la maison, merci de votre attention et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Tontons Golfeurs, ce 6e épisode. Je suis toujours en compagnie de mes deux très bons amis Sébastien et Kevin. Bonjour. Bonjour à tous. Et avec une grande chance, aujourd'hui, un invité de marque, monsieur Antoine Rosner. Bonjour Antoine. Bonjour messieurs, merci de m'inviter. Je suis très heureux de me joindre à vous pour ce 6e épisode. Et on est ravis. On est chez toi, donc merci à toi de nous avoir invités quand même. Et on est ravis de t'avoir avec nous. Ouais, d'autant plus que tu as un très beau prénom, ça c'est déjà une bonne chose. Je me lance des fleurs, bien évidemment. Le plus beau. Donc c'est le nom de famille, la différence de palmarès. Quelque chose près. Et voilà. Et vu comment il joue au golf, quelques euros aussi de différence aussi, hein, quelques titres. Mais en tout cas, pas sûr de ça. Pas sûr. On est d'ailleurs dans l'immeuble d'Antoine actuellement. Bon, alors, en tout cas, merci à Antoine d'être là. Un petit mot pour remercier quand même nos partenaires, donc Callaway qui nous soutient tout au long de l'année, et puis Golf Planet où vous pouvez trouver toute l'actualité golfique et puis suivre les parties, les victoires de Antoine Rosner sur l'application gratuite. Donc n'hésitez pas à la télécharger pour avoir toutes les news. On est parti les gars ? On est parti. Écoute Antoine, que dire sur toi ? Parce que c'est vrai que ça soit Kevin, Seb ou moi, on se connaît tous depuis très longtemps. C'est vrai que j'ai envie de dire qu'on a grandi ensemble, mais ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. On a évolué dans le même club. On a tous été, j'ai envie de dire, très potes parce qu'en tant qu'amateur, on jouait énormément ensemble. Tout simplement, je vais dire, qui es-tu Antoine ? Présente-toi. Qui je suis, c'est dur de répondre à cette question. C'est ça qui est bon. Hein. Non, mais je suis Antoine, j'ai 31 ans, je suis parisien, joueur du golf de la Boulie. Quoi d'autre ? J'ai grandi sur Paris, je suis parti faire la fac aux États-Unis après mon bac. À la suite duquel j'ai commencé à très bien jouer au golf et je me suis dit qu'il fallait tenter ma chance chez les pros. Et voilà, donc je suis dans ma 5e année ou 6e année chez les pros, pardon, et 4e année sur le tour. Et voilà, tout se passe vraiment très bien pour moi. Je suis très heureux de l'évolution de ma carrière et de mes saisons qui s'enchaînent. Donc voilà. Ouais, quelques chiffres déjà sur toi. C'est vrai que sur ces années déjà, tu as déjà 3 victoires sur le Tour européen, 2020, 2021, 2022. T'en as également 2 sur le Challenge Tour avant d'avoir gagné sur le Tour européen. Depuis que tu es sur le Tour, je dis pas de bêtises, tu as à chaque fois terminé dans le top 50 de la Race to Dubaï. Donc chaque année a été quand même de très bonnes années, de très bons crus, j'ai envie de dire. Donc début de saison même plutôt bon, avec 7 tournois joués, tu as fait 6 cuts, tu es actuellement 31e à la Race to Dubaï. Beaucoup de cuts, non ? Tu fais beaucoup de cuts, ouais. Non, cuts, ça c'est un truc pour lequel je suis assez content, c'est que je passe beaucoup de cuts, j'en rate très peu. Saison après saison, je crois que l'an dernier, j'en ai loupé 5 sur toute l'année. L'année d'avant, c'était à peu près pareil. Donc voilà, ça c'est plutôt cool parce que ça veut dire que je suis régulier, que je marque des points quand même quasiment toutes les semaines. Ouais, que le fond de jeu est là et que après il y a des semaines où tu peux jouer la gagne. Ouais, c'est ça. Mais c'est cool parce que du coup, ça veut dire qu'on se met quand même plus souvent en position justement d'aller chercher un top 10 ou pourquoi pas une victoire. Et je reste persuadé que plus on se met en position, plus on a de chances de concrétiser ça à un moment donné. Puis la base de ce métier, c'est quand même de jouer le week-end, donc c'est quand même Exactement. Sympa aussi, peu importe le résultat de la semaine à la fin, d'avoir joué les 4 tours et voilà, même pour la progression et puis pour l'enchaînement des semaines, et marquer des points comme tu le dis. Donc ça c'est top. Et vraiment, moi, avant de parler vraiment de tout l'aspect professionnel, j'aimerais qu'on parle un peu de tes débuts, qu'on soit sur un ordre un peu chronologique. C'est vrai que comme tu le disais tout à l'heure, tu as commencé le golf au golf de la Boulie. Qu'on salue d'ailleurs. Exactement. Aussi. Voilà, exactement, parce on est tous passés par là. Kevin, toi, je suis encore licencié au golf. Oui, non, mais dans le sens, on a dire passé par là, par les équipes et autres. On a gagné des titres ensemble, donc c'est vrai qu'on connaît très bien l'endroit. Parle-nous en tout cas de tes débuts. Ça passe par le club junior, ça passe aussi par tes parents, tes grands-parents.
dans ma famille, il y a quasiment tout le monde qui joue au golf, tout le monde à la boulie d'ailleurs. Et donc c'est vrai que je suis allé, j'étais au club junior de la boulie des tout petits, et ça s'est fait assez naturellement de se mettre au golf. Je me suis mis aussi beaucoup au hockey sur gazon, sport que j'ai pratiqué jusqu'à mes 14 ans. C'est posé le problème qu'il fallait choisir à un moment donné, parce que enchaîner les matchs de hockey et les compètes de golf, ça devenait un petit peu Et compliqué. tu penses avoir bien choisi ou pas? J'espère, en tout cas. Mais non, en tout cas, c'était génial, parce que à la Boulie, il y a le club de hockey qui est au bout du parking, donc c'était assez rigolo d'enchaîner les deux un mercredi, entraînement de golf et derrière entraînement de hockey, c'était assez marrant. Mais donc voilà, et puis j'ai un peu gravi les échelons des équipes jeunes et de Gounouillou. Donc d'ailleurs, messieurs, on a une belle Gounouillou ensemble. C'était en 2011, il me semble, ou 12. 12, parce que jusqu'en 2011, moi je jouais pour l'équipe ok. et j'ai pas gagné Donc la Gounouillou 2012. avec vous. En 2012, on va citer nos potes, c'est une bonne occasion. En 2012, on a gagné la Gounouillou à Granville. Donc, Avec il y ton avait- frère. Ouais, donc il y exactement, avait avec mon frère. Antoine Rosner, Antoine Schwartz, Olivier Rosner, donc le frère PH d'Antoine, Leclerc. PH Leclerc, Hugo Rouillon, et puis moi-même. Voilà. Et puis voilà. On s'était entraînés tout l'hiver ensemble, donc c'était assez marrant. Kevin, on avait gagné un très grand titre ensemble quand même, il faut le rappeler. Hein. Alors, je comptais le garder pour après, mais il paraît que c'est la victoire qui a un peu lancé ta carrière. Je crois que je peux te remercier pour Donc, ça. voilà, donc première Champion victoire. de France de double. Eh oui. Eh oui. Et ouais, un champion de France de double, Eh c'était oui. une belle victoire. À la Boulie À d'ailleurs. la Boulie, en Oui. Forsum. Donc Voilà. ça, très sympa. Et, Tu te et souviens c'est- de contre qui c'était en finale? C'était pas que Clément Battu et c'était qui, Rameau? Timothée Guin. Ah oui, Timothée, Oui. c'était contre Score Tim. de la finale? On a, je crois. ouais, Ouais. on a gagné au 18. On a gagné au 18. Ouais, parce que Kevin, il était en pleurs au 18. Donc J'ai je mis- me souviens très bien de cette photo. J'ai mis, il pleurait, j'ai mis le pleurait, coup il de... était Bah, c'est parce que mignon. j'avais mis un coup de bol donné pour une fois au 18 pour gagner. C'est pour ça que j'étais en fleurs. Ah, il était tout mignon. Je lui faisais un petit câlin tellement qu'il était tout mignon. Je me souviens. J'avais la photo encore. Donc, C'était un beau moment. Ouais, c'était c'était sympa. un bon moment qu'on a Ouais. en plus concrétisé derrière avec la Gounouillou. Donc c'est vrai que c'était une très belle année et c'est vrai qu'après il y en a la plupart qui sont passés pro. Non, on en Et garde ce qui est un bon dingue, souvenir. je me souviens que vous avez gagné ce titre ensemble et le but de ce tournoi, c'était de tester les doubles en vue d'une Gounouillou. Et au final, vous n'aviez pas joué ensemble du tout pour la Gounouillou, nous on avait joué Ouais, ensemble. c'est vrai que ok. j'avais joué avec Antoine, du coup Schwartz. On est invaincu aussi. Ouais. Moi j'aime bien jouer en double. Moi, je jouais pas les doubles à cette Ouais. Gounouillou parce que j'étais pas le plus fort de l'équipe en t'étais fait. encore le bébé. J'étais le petit jeune et. Ah, on t'a bien formé, on a bien Non, fait en le taf, vrai, je trouve, pour la suite, hein. j'étais le plus nul de l'équipe. Ouais. Vous étiez Ouais, tous t'étais le hyper sixième. forts. T'étais le sixième de Et, l'équipe. ouais. donc, je jouais pas les doubles. Par contre, je rentrais dans les simples après. Mais, Ouais, ouais. je Et crois que j'avais gagné. ouais, quelques t'avais matchs. gagné des points importants aussi. Ouais. Non, en tout cas, c'était une belle semaine et qui reste, c'est toujours sympa en équipe. On te souhaite de rejouer en équipe serait pas mal. pour cette fois-ci Ouais. représenter l'Europe la prochaine. La prochaine, ça, c'est tout ce qu'on te souhaite. Mais en tout cas, c'est vrai que pour des sports individuels, de jouer en équipe, c'est toujours des bons souvenirs. Ensuite, tout ce passage-là, tu pars aux US Ouais. en fac. Je sais plus si tu as fait une ou deux facs, tu as fait qu'une fac. Non, Là, j'ai t'as fait qu'une fac. En fait, quand je finis mon bac, j'avais pas un niveau de golf énorme, mais j'adorais ça et je me voyais pas arrêter le golf pour faire des études et je me voyais pas non plus arrêter les études pour faire du golf. Donc en fait, partir aux US, c'était quand même une idée qui était hyper réfléchie et qui était hyper bien pour moi à l'époque. Donc j'avais pas le niveau pour prétendre aux meilleures facs des États-Unis, pas les meilleurs de Division 1. Donc je suis parti dans une université qui était assez moyenne de Division 1. Je crois qu'il faut savoir qu'en première division, il y a 250 équipes aux États-Unis et moi la mienne était rankée entre 120 et 140. Donc c'est vraiment une fac un peu moyenne par rapport au niveau des États-Unis. Mais je me suis éclaté là-bas, c'était à Kansas City et j'ai passé 4 ans vraiment, vraiment super. Je crois que j'avais un mix de vie qui était juste parfait pour moi à l'époque. J'avais 19 ans, on allait en cours, c'était pas très dur. On jouait au golf dans des golfs de dingue, on voyageait les États-Unis, on faisait un peu la fête. Donc franchement, pour moi, c'était nickel. Avec le système de bourse, ça nous coûte rien en plus. Donc franchement, c'était génial. C'était top.
Ouais, Et- t'as eu, parce que là-bas, sur tes années universitaires, tu as eu quand même 6 victoires individuelles avec ton université, donc Kansas City. Ça s'est concrétisé sur la fin de ces années universitaires, les 2 dernières années, avec participation au championnat du monde amateur. On rappelle que c'est quand même, t'as seulement 3 amateurs qui participent à ce beau tournoi. Tu as participé au championnat d'Europe également en équipe messieurs. Tu as été double champion de France en 2015 et 2016 de la Coupe Gannett, donc c'est championnat de France amateur. Que des grands champions qui gagnent la Donc, Coupe Gannett, il faut préciser. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, Je sais plus combien c'était, 2012 ou Moi, 2011. c'était 14 un et truc 15, comme ça. moi, Toi, la 2014, Domangère, tu m'avais cadayé surtout pour la Ouais, finale, j'ai je me perdu souviens. en demi. J'ai perdu en demi. J'étais Pas cadayé contre moi, Et j'ai exact. cadayé contre Julien Brun, j'ai perdu. Et après, t'as gagné contre lui en finale. Ouais, c'est vrai, c'est des bons souvenirs. C'est vrai que j'avais oublié ça. C'est bizarre. Seb, t'as hein, pas mais- fait une finale de la Gannett une fois? Non, j'ai fait un quart au mieux, je crois. Ok, je pensais que t'avais fait pas loin du titre une année. Non, j'avais fait on avait fait 1 et 2 avec PH Leclerc sur une Grenoble. qualif de Gannett à Grenoble. Mhm. Et moi, j'avais perdu en quart contre Edouard Espana. On venait d'être champion d'Europe par équipe ensemble avec l'équipe de France. On partageait la chambre Mhm. et on faisait que jouer -6, -7 sur nos matchs. Et quand on a joué ensemble, on a genre fait +1 et +2. On n'arrivait pas à jouer tellement on était deg de jouer l'un contre l'autre. Mais lui avait réussi à me tuer au 18 avec un petit birdie pour Et finir. je me souviens que c'est mon frère qui l'avait joué derrière en demi parce que je cadayais mon frère à ce moment-là. C'était Ouais, marrant. Peut-être, ouais. À Grenoble. Ouais. C'est 50 degrés, je crois. Ouais, donc tu vois, ces années, en tout cas, université, t'ont fait beaucoup de bien parce que ça t'a Mhm. permis quand même de faire des bons résultats et pas des moindres. Moi, j'ai une question. Je me permets de te couper, Tonio. Coupe-moi toujours, j'adore. J'ai une question pour toi. Moi, je me suis retrouvé dans la situation de partir aux États-Unis ou pas. Je suis un poil plus âgé que vous, et c'était juste après le bac. Donc, ça doit être 2007 ou 2008. Finalement, je ne l'avais pas fait parce que je m'étais pris un gros stop par mes parents. N'étant pas allé là-bas, moi, j'ai toujours eu du mal à me rendre compte, en fait, de quel est le niveau de jeu là-bas. Comment est-ce que tu es accompagné ou pas là-bas dans le coaching? Et surtout, comment est-ce que tu expliques qu'il y ait un tel gap entre ceux qui en ressortent plus forts et ceux qui en ressortent moins forts? Parce que, effectivement, si on prend les Hovland, les Ram, d'une autre génération, Donald et compagnie, les mecs sont tous devenus immensément plus forts via ce système. J'ai tendance à penser que tu fais partie de ces mecs-là aussi, parce que tu es revenu beaucoup plus fort. Et on a aussi des exemples, par respect pour eux, on n'a pas cité ou quoi que ce soit, de personnes qui étaient très fortes et qui sont revenues en étant détruites. Mhm. Est-ce que tu as... Je pense. Alors déjà le niveau il est très fort parce que d'un point de vue de classement mondial, tous les meilleurs amateurs chaque année ils sont en fac US. Même si après peut-être le système de ranking mondial fait qu'il y a plus de points là-bas. Bon, ça c'est un autre débat. Mais après ce qu'on avait regardé avec des copains, c'est que ceux qui venaient des pôles espoirs, qui étaient hyper encadrés. Pas très autonome en fait, qui était vraiment accompagné du matin au soir pour les cours, pour les entraînements physiques, golfiques. Ceux-là et qui partaient aux US parce qu'on n'est pas hyper bien encadré là-bas, avaient du mal. Alors qu'à l'inverse, je pense à Robincio, à moi, on a fait un système scolaire plutôt normal, on était assez autonome, on faisait nos entraînements, nos parties un peu dans notre coin, pas forcément tout le temps encadrés. On a l'impression que ces profils-là, ça nous a beaucoup plus réussi en tout cas. Ouais, c'est qu'en fait, eux avaient l'habitude de quelque chose et ils sont arrivés là-bas et du coup ont eu du mal à s'acclimater dans une ambiance où ils étaient moins encadrés et avaient moins de soutien. Ouais. Je pense qu'il y a une c'est- histoire d'autonomie parce qu'en fait, les coachs de fac, c'est pas des des swing coordinateurs, coachs, en fait. c'est des managers, c'est eux qui vont organiser les voyages, c'est eux qui organisent les entraînements, mais ils sont pas là pour nous faire de la technique. Donc, D'ailleurs, vous aviez souvent des coachs ailleurs que dans, enfin, ou dans votre fac ou ailleurs, mais c'était pas forcément moi, à le coach l'époque, de la je team. bossais avec Guillaume Biojo, qui était à Paris, et on n'était que à distance, quoi. Mais il y en a qui font appel à des coachs dans d'autres golfs, des coachs techniques avec qui ils peuvent bosser. Ouais, et puis, et moi je reviens sur Seb, ce que je disais, c'est que nous, on est la dernière génération à ne pas être parti aux US. Tous ceux après, il n'y avait pas encore grand monde, mais parce que aussi, bon, on il y est avait allé au moins, pôle, on est allé au pôle France. il y avait moins de chiffres. C'était peut-être pas aussi simple qu'aujourd'hui en 2024. À l'époque, donc il y a une quinzaine d'années, c'était peut-être pas aussi simple de partir aux US. Et puis c'est toujours pareil, quand il y a que 5-6 personnes qui y sont allées, il peut y avoir un côté qui peut faire peur potentiellement aussi bien à l'enfant qu'aux parents.
Par contre, si tu es au courant qu'il y a 255 Français qui y sont ou qui y sont allés ces 5 dernières années, Et ça puis que paraît tu vois beaucoup qu'ils plus. reviennent plus fort. Et qu'il y en a qui reviennent plus fort et que c'est surtout Non, du ça, coup ça- ceux-là qui vont ça être donne mis... confiance, c'est clair. En plus, maintenant, les organismes qui s'occupent de placer les jeunes en fac US, ils commencent à très très bien connaître les coachs. Et je pense qu'ils ont plus de facilité à savoir tel profil de joueur va correspondre pour telle université. Ouais, donc en plus, ils les placent vraiment ouais. de la bonne façon. Non, non, c'est pas mal de passer par ce genre d'organisme pour être conseillé et pour aller au meilleur endroit pour le joueur, quoi. Moi, je vais un peu passer, je vais un tout petit peu changer de sujet. Je vais orienter le truc par rapport à. Tu as parlé d'autonomie, tu as parlé du fait que ton entraîneur était à distance et compagnie. Donc, ça, c'était quand même il y a déjà, vu que ça fait 6 ans que tu es sur le tour, donc ça doit faire à peu près 8 que tu es pro. Non, ça fait 6 ans. Là, je commence, je crois, ma 7e année pro. Ah, c'était tes années pro. Je croyais que tu parlais de tes années de tour tout à Ouais, l'heure. et je commence ma 5e année sur le tour. Ouais, parce que tu es monté Ouais. première année 2020, Ouais. première année Covid. Année Covid. Ouais. Tu parlais de staff. Aujourd'hui, j'ai quand même tendance à penser que ton staff par rapport à quand tu étais aux US est complètement différent. Ouais. Est-ce que tu nous parlerais un peu de ton staff parce qu'on sait très bien que c'est indispensable à la performance. Mais Ouais, toi, bien sûr. comment il se compose et quelle est l'importance que tu lui donnes? En fait, j'avais rencontré Benoît Ducoulombier sur un British amateur l'été 2012, donc même pas, l'été 2011, donc c'est mon avant-dernier été avant de finir la fac, et ça avait super bien matché, mais on s'était jamais vraiment revu pour mon golf. Et quand j'ai fini la fac US et que je suis rentré en Europe, j'ai décidé de le rappeler, donc on a commencé à bosser ensemble, et là ça a été un calvaire. Ça a été un calvaire parce que Benoît, il a un truc, c'est le grip. Et moi qui avais un grip faible à l'époque et qui jouait plutôt en draw, ça n'a pas du tout matché avec son système à lui. Donc il m'a tout pété. Ouais, je me souviens très Grip bien, ouais. fort et essayé de faire des fades. Donc en fait, pendant 3 mois, je faisais que des quick hooks. Et puis ça, c'était en plus avant les championnats du monde. C'était Juste avant de passer l'US pro. amateur et les championnats du monde. Et mon passage pro. C'était un calvaire, mais je m'y suis plutôt bien tenu. Et je suis allé en fin d'année aux cartes du Alps Tour. Et là, ça commençait plutôt à prendre. Et j'ai d'ailleurs gagné ces cartes du Alps Tour. Ouais, je me donc souviens voilà. très bien que quand on jouait beaucoup ensemble à l'époque et que tu t'es mis à louper des gauches énormes, tu savais plus où t'habitais, Ouais, c'est alors ça, que ouais. tu t'étais en super confiance. Et je trouve que c'est vrai que c'est une force de caractère et en tout cas d'avoir suivi. D'avoir fait confiance au coach sur le changement technique et de l'avoir fait et pas avoir dit bon bah non je retourne dans ce que je sais faire parce que j'imagine qu'il t'a expliqué les raisons et qu'il t'a dit que voilà pour y arriver à plus haut niveau tu auras besoin de faire ça et de passer par là et je trouve ça très fort en tout cas que tu l'aies fait surtout dans un moment où tu jouais bien. Ouais, c'est ça. Surtout, c'est un moment où je jouais bien. J'étais 15e mondial amateur à ce Ouais. moment-là. Donc, Donc changement de système en fade. changement de système en fade. Il m'avait prouvé un peu par A plus B qu'avec mon gabarit et ma distance, j'aurais plus de facilité à contrôler un fade et que mes loupés seraient peut-être un peu moins violents, quoi. Donc je lui ai fait confiance. Et voilà, on bosse toujours ensemble. Ça fait 12 ans du coup maintenant qu'on bosse ensemble avec Benoît et toujours aussi bien. Ce qu'il y a de bien. Il a pas rechangé le grip depuis. Je vous Non. rassure. Non, mais ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est que dès que j'ai un petit coup de moins bien et que je vais le voir, en une séance de practice, il sait ce qui va pas. Et ça, c'est quand même pour moi hyper rassurant. Parce que je sais qu'il pourra me corriger en une demi-séance de practice, quoi qu'il arrive. Il est surnommé comme étant le druide, donc c'est vraiment quelqu'un, je pense, qui te connaît par cœur et d'une. Est-ce que ça t'arrive d'avoir aussi quelques points de désaccord? Parce que, comme on disait, c'est-à-dire que tu as eu un changement de grip, j'imagine que tu l'as suivi à 100% sur ça, qu'au fond, il a réussi à te convaincre, mais on sait toujours que parfois, au fond de soi, on n'y croit pas forcément. J'imagine que quand il te dit quelque chose, tu y crois à 100%, mais est-ce qu'il y a des moments où effectivement tu dis écoute Benoît, je suis désolé, je suis pas d'accord avec ça? Ouais, non, ça arrive. Après, comme il dit, on fait des tests, il fait des expériences, il aime bien dire. Le druide qui fait sa potion magique. Donc il teste, il rajoute des petits ingrédients par-ci par-là. Et parfois ça prend ou parfois ça prend pas. J'ai pas d'exemple précis parce qu'en fait on fait en permanence des petits tests dans le swing. Mais de temps en temps, il y a le petit truc, le petit conseil ou la petite sensation où je sens que ça clique et on retrouve ce qu'on cherche, quoi. Donc il n'y a pas de formule magique, mais on est sans cesse en train de chercher quoi faire ou par quel moyen arriver à ce que
je swing mieux en fait, quoi. Donc c'est assez rigolo. Et donc, changement de grip, combien de temps pour arriver à retrouver des bonnes Ça a sensations? mis 3 mois. 3 mois. Mais ça, il le dit à tout le monde. Ouais. Il dit, dès que j'ai un jeune qui vient me voir qui a un mauvais grip, il lui dit d'entrée, c'est 3 mois. Donc voilà, donc pour 3 les personnes. mois. 3 mois. Mais pour les personnes qui nous écoutent, voilà, quand on vous change le grip, essayez de comprendre. 3 pour, mois de quelqu'un la- qui s'entraîne tous les jours. Oui, c'est ça. Et, Donc vous, c'est 10 ans de calvaire. mais donc il faut arriver à comprendre pourquoi on vous demande de changer de grip, mais c'est vrai que c'est jamais évident, même à plus haut niveau, vous voyez, de s'adapter à un nouveau grip. Donc si vous faites des changements de grip, pensez aussi qu'il y a beaucoup de travail derrière, donc à savoir si vous avez l'énergie et le temps pour le faire aussi, pour l'opérer, ou enfin il faut le prendre en compte. Et toujours savoir pourquoi Ouais. le faire, ce changement. En quoi il va être bénéfique, comme l'a dit Antoine, c'est pour qu'il ait plus de contrôle sur sa balle quand il tape un bon coup, et que du coup, il en ait aussi quand il tape un mauvais coup. Et c'est surtout pour améliorer le mauvais coup. Enfin, ce que tu as dit, tu tapais des très bons coups en draw. Hein. Ouais, et c'est juste que complètement, le ouais. mauvais coup était beaucoup moins pénalisé avec ce système-là. Bah, Et après, si on continue sur le staff, donc Ouais. ça fait 2 ans et demi, 3 ans que j'ai un petit peu changé ma manière de fonctionner, parce qu'avant je faisais tout avec Benoît, que ce soit putting, chipping, tout. Et aujourd'hui, j'ai un peu changé. Je fais appel à un spécialiste du chipping, un spécialiste du putting. J'ai même un coach de performance, Mathieu Santerre. Mon coach de putting, c'est Jon Carlsen, qui est norvégien. Et Graham Walker pour le chipping, qui est le coach de Fleetwood. Donc voilà, j'essaie de bosser en fait avec les meilleurs dans chaque domaine, et ça fonctionne plutôt bien. J'adore ça, parce que ça m'apporte de nouvelles perspectives de travail, et ça m'ouvre des nouvelles portes. Et ça, je trouve ça génial. Et t'en parles avec Benoît après? Tu Ouais, fais bien sûr, on en parle. Non, mais alors au début, il était peut-être un peu réticent. Il pensait que ça allait être un petit peu compliqué. Et en fait, ça fonctionne super bien en ce qui me concerne. Donc aujourd'hui, c'est quand même Benoît qui a le lead sur un petit peu tout. Mais voilà. Mais tu lui apportes des ingrédients Ouais. différents. Et Ouais, après, c'est ça. ouais. Super. Moi, ça me fait du bien, ça m'apporte des nouvelles clés techniques. Pour le putting, en fait, avec Jon Carlsen, c'est assez incroyable, parce que c'est que de la perf, c'est que de la performance, c'est que des exos pour essayer de me mettre sous pression, me mettre C'est dans le le même que Tom dur. qu'on a déjà eu. Ouais. C'est ça, ouais, c'est Ouais, ça. exactement. C'est pour me mettre dans le dur à l'entraînement, essayer de rentrer le putt décisif dès l'entraînement sur le putting green. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que je me rendais compte que sous pression, je n'étais pas très bon. Et en fait, j'arrive sur le parcours en compétition à retrouver la même, le même feeling que quand je suis à l'entraînement. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. C'est vrai que de toute façon, au putting, je rebondis sur ça. C'est vrai que quand je vois Jon s'entraîner avec vous, enfin vous entraîner, c'est vrai qu'il fait travailler beaucoup la sortie de balle, et qu'à partir du moment, bon, c'était capable d'en sortir 15-20 comme ça, au bout d'un moment, voilà, mets-toi sous pression, parce que le golf, effectivement, c'est ça. Et je trouve qu'on a de plus en plus, effectivement, de travail de performance qui commence à être mis en avant, parce que avant, les entraînements n'étaient pas faits de façon, je trouve, extrêmement intelligente. Et je trouve que ouais, le travail que tu fais avec ton coach à ce niveau-là, je me suis renseigné de voir un petit peu les exercices qui étaient faits, et je trouve ça complètement cohérent en relation. Donc ça, c'est top. Tu parlais en même temps du staff. C'est vrai qu'en même temps, tu me disais que tu avais 2 préparateurs mentaux également, alors que c'est peu commun, je pense, que quelqu'un qui a... Il en fallait au moins 2. Hein. C'est vrai Non, qu'un mais golfeur c'est n'est vrai pas seul dans sa tête en général, donc ça peut... Les golfeurs sont fous. Voilà. Non, mais c'est vrai que j'ai poussé mon système vraiment à l'extrême, au point d'avoir 2 préparateurs mentaux. Pourquoi ? J'ai mon préparateur mental de toujours, qui est Makis, avec qui on travaille sur un peu ce qu'on appelle le côté macro de la prépa mentale, donc les à côté, la pression un peu extérieure au jeu qui pourrait venir nous embêter, comment aborder peut-être une partie stratégiquement ou dans la tête. Et je me fais même maintenant aider, c'est plus ponctuel, mais avec Cédric Coquet qui bosse à la fédération. Et là, c'est plus de la micro-prépa mentale, sur savoir comment gérer tel moment en particulier sur le parcours, peut-être des techniques pour essayer de faire baisser la pression, essayer de recentrer son centre d'attention. Tu peux donner sur, un exemple pour les gens qui nous écoutent, un petit tips comme ça que tu as appris avec ces c'est, coachs en fait, c'est quelque chose que je faisais un peu depuis toujours, mais que j'avais un peu peut-être laissé de côté, mais essayer d'avoir une routine rapide, très précise, essayer de reproduire la même routine précisément sur chaque coup. Après, c'est des exos un peu plus d'attention, essayer de concentrer son esprit à 100%, peut-être sur une clé technique, pas sur 10 000 trucs.
de manière à ce qu'on pense pas au résultat, en fait, tout simplement. Donc, l'important, c'est d'arriver à se concentrer vraiment sur soi, sur quels moyens je veux mettre en place pour arriver à faire un bon swing et un bon coup. Voilà, donc c'est des trucs que j'avais fait voilà, quand j'avais 20 ans et que j'avais besoin de remettre un coup de collier là-dessus, et Cédric m'a pas mal aidé pour essayer de me remettre un peu sur le droit chemin là-dessus. Ouais. Et après, il y a quoi dans le staff? Il y a coach C'était physique. Mathieu Santerre, coach de performance. Ah, performance, staff physique aussi? Ouais, j'ai prépa physique Laurent Hubert, j'ai un kiné, quoi d'autre? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ça fait Qu'est-ce bien. que Mathieu t'apporte en performance? Mathieu, ce qui est pas mal, ah si, on oublie quelqu'un, c'est Eduardo Molinari qui s'occupe de mes stats. Parce que Oui, mais là, c'est je t'ai parlé de vraiment- Mathieu Santerre. Ouais, mais il y a un lien. Change pas de sujet. Il y a un J'essaie de lien. suivre, Non, s'il mais te change plaît. pas de sujet, on va parler de Mathieu. C'est que Moi, c'est mon pote, Mathieu, donc tu parles de lui. à la base, ce que je voulais mettre en place avec Mathieu, c'est que je voulais qu'il soit capable d'analyser mes stats avec Eduardo et qu'il soit capable de me faire des programmes d'entraînement en fonction de mes stats des mois précédents ou même des semaines qui vont arriver. Donc, il arrive à cibler, que ce soit un ou deux points faibles, me faire bosser dessus. Il me design des exercices sur le Trackman avec le Test Center. Enfin, c'est vraiment très, très poussé et précis. Et ça a amené un peu plus de rigueur dans mes entraînements parce que il y a des moments, je sentais que j'allais au practice sans avoir vraiment d'objectif. Et là, vraiment, ça a amené une grosse rigueur dans mes entraînements. Et Si tu avais pareil. écouté un podcast précédent qu'on a fait, on t'aurait expliqué comment monter ta séance de practice. ok, Et justement, ce qui leur sortait, c'est qu'il faut qu'une séance ait un objectif. ouais, exactement. De ouais. performance aussi. Donc, tu peux Ouais. nous écouter. Oui, si Ok. tu as besoin d'aide ou Mathieu a besoin d'aide, voilà, Voilà. il peut venir vers tenter nous. les- il y a Alors, Au tu peux le téléphone. trouver à Voilà. les tontons Exactement. et nous envoyer tes questions. Non, mais donc ça c'est super. Physique, tu travailles quoi en fait? C'est il y a des objectifs physiques ou c'est Ouais, de il y a des l'entretien? objectifs. Ce qui est assez compliqué pour nous, pour le physique, c'est qu'on est 70% du temps en déplacement. Donc on a très peu de temps en fait pour bosser à la maison et ça c'est assez dur de programmer toutes ces séances d'entraînement. Donc en fait le but que je fais avec Laurent, c'est de bien programmer tout ça, que on gère des pics de forme, des pics où on est plus en train de travailler. Et voilà, ça fait pas longtemps que je bosse avec Laurent parce que mon ancien coach physique Cédric Deschamps est malheureusement décédé en On a début une pensée d'année. pour lui en tout cas. Voilà, et ses Et sa proches. famille, ouais. Et donc voilà, ça fait pas très longtemps que je bosse avec Laurent, mais pour l'instant, je suis très content, ça se passe bien. Et j'ai repris un gros coup de motivation parce que voilà, aussi par rapport à Cédric, ça me motive. Et voilà, donc j'ai repris un bon coup de pied aux fesses à la reprise avec Laurent. Et donc, Dodo, Molinari, Ouais, tu voulais nous parler de Dodo. ouais, Là, t'as le droit. scientifique. Édouard. Tu peux maintenant. Eduardo. Non, Eduardo, donc le frère de Francesco, qui est joueur sur le circuit depuis un paquet d'années maintenant. Il a monté il y a une dizaine d'années son programme de statistiques. C'est un espèce de fichier Excel hyper développé où on peut rentrer tous nos coups de la journée. Tous les jours, après chaque partie, et en ressort tout type de statistiques, mais poussé vraiment à l'extrême. Les drapeaux à gauche avec du vent de la droite, en fonction du club qu'on a tapé. Mon stroke gain si je loupe short side ou fat side, enfin voilà, c'est hyper poussé. Je parle peut-être un peu un langage un peu Non, compliqué. en gros, Bah, Kevin mais- comprend pas, mais on lui traduira. Alors, pour expliquer juste ce qu'on a dit, en gros, c'est, enfin, ce qu'Antoine a dit, c'est que les stats sont poussés à l'extrême et qu'il explique que pour chaque situation, c'est-à-dire que s'il loupe court du drapeau, s'il loupe long, s'il loupe à droite, à gauche, en fonction du vent. Donc, c'est vraiment des stats vraiment très, très poussés et qui, je pense, sont très utiles à vos niveaux où chaque point maintenant est vraiment important. Comment ça s'articule? C'est ton cadre ton caddie qui remplit? Non, c'est moi qui le fais. Alors, c'est pas très long, puisqu'il a tellement bien fait son fichier que ça me prend 12 minutes le soir à Mais tu remplir. tapes pas beaucoup de coups aussi. toi. C'est sûr que moins on tape de coups, mieux c'est. Mais non, c'est rapide, c'est pas contraignant du tout. Et non, tu vois, en fin d'année, au mois de décembre, on a fait un espèce d'énorme bilan sur toutes mes stats de l'année. Et il en est ressorti des trucs incroyables qui étaient facilement corrigeables. Je te parlais des drapeaux à gauche.
je crois que je perdais 0,8 coups par partie sur les drapeaux à gauche, par exemple. Et en fait, on a mis une espèce une petite stratégie en place pour essayer de corriger ça facilement. Prends plus de marge sur les drapeaux à gauche. Donc j'ai essayé de prendre un peu plus de marge sur ces fameux drapeaux. Je visais plus à droite. Et je crois que sur les 2 premiers mois de la saison, je suis revenu à une stat d'à peu près moins 0,2. Donc j'ai gagné un demi-coup par partie rien qu'en visant un peu plus à droite sur les drapeaux à gauche. Quoi. Ouais, c'est dingue. Donc c'est assez incroyable. Maintenant, c'est pas une fin en soi parce que je perds encore quelques coups. Donc va peut-être falloir peut-être bosser un coup différent parce que voilà, moi je joue en fade, donc les drapeaux à gauche forcément c'est pas mes drapeaux préférés, mais peut-être essayer de bosser un petit peu plus le draw pour être un peu plus à l'aise sur ce genre de drapeau. Justement, c'est intéressant. Tu tapes quand même des draws sur le parcours en fonction des drapeaux, ou c'est parce que le tracé le demande de temps en temps. Non, ça m'arrive. Je pense que 80% de mes coups vont être en fade. Maintenant, il faut absolument avoir le draw dans le sac. On en aura toujours besoin. Ça peut être une situation très particulière avec un gros vent. On est obligé de manier la balle un peu dans les deux sens. Donc non, je sais faire un draw. J'ai vu Mathieu Pavon qui a dit dans une interview l'autre jour, on lui disait mais comment tu vas faire à Augusta, etc. Il a dit mais rassurez-vous, je sais faire un draw. Oui, et puis ça va pas empêcher Dustin Johnson de gagner le Masters, alors que lui c'est limite il sait pas faire un draw. Exactement, c'est clair. Et du coup, tu dirais là maintenant, dans ton jeu, les axes de progression, si on peut dire ça comme ça, où tu as des points à gagner, quels sont, tu dirais que c'est assez homogène, tu dirais quoi? C'est hyper homogène, honnêtement, j'ai pas de gros points forts. Mon point fort historique, c'est le driving. Depuis le début de saison, il est un peu moins bon, mais ça revenait vraiment pas mal là ces dernières semaines. Les attaques de green aussi sont très impressionnantes. Les attaques de green sont bonnes, mais qui sont aussi liées au driving qui est très bon. Si on est plus souvent sur le fairway, c'est un petit peu plus facile. Mais non, le vrai point positif de cette année, c'est mon putting qui a énormément progressé. J'ai eu des stats positives depuis le début de l'année, donc ça c'est vachement bien et ça prouve aussi que le travail paye. Mais déjà essayer de retrouver mon meilleur niveau au driving, garder ce putting toujours aussi performant et puis après, arriver à saisir ses opportunités. Donc ça va être un travail mental, physique, essayer de gérer cette saison du mieux possible et voilà. Et on est d'accord que l'amélioration qu'il y a eu au putting, il n'y a eu quasiment aucun changement technique. Ça a été vraiment purement performance, donc adaptation par rapport à ton entraînement, etc. C'est énormément de perf, de mise sous pression. Il faut savoir que Yon, l'objectif pour ses joueurs, c'est de faire 10 000 putts par an à l'entraînement, enregistrés. Donc nous, en fait, notre manière de bosser avec Yon, c'est que dès que je fais un exercice, je lui envoie le résultat sur WhatsApp. Et lui, il enregistre pareil sur un fichier Excel tous les résultats. Et donc, on peut suivre l'évolution de tous mes scores, de tous les exercices, etc. Et le but, c'est de faire 10 000 putts par an. C'est énorme. L'an dernier, je crois que j'en ai fait 7 000. Donc, et d'ailleurs, ça ressemble à quoi alors une semaine d'entraînement d'Antoine Rosner en tournoi et une semaine, une semaine d'entraînement hors tournoi et une semaine en tournoi en termes de gestion de son temps. En tout cas, en tournoi, j'ai un programme assez spécifique, des exercices du lundi, des exercices du mardi et des exercices du mercredi. Souvent, j'aime bien commencer la semaine avec ma sortie de balle. Donc, j'ai un exo qui dure 20 minutes. Je te parlais pas forcément putting, hein. Je te parlais la répartition globale de ta semaine. Non, mais en vrai, tout est assez complet. Le lundi, j'aime bien faire un peu de technique, ce qui est à bosser techniquement, que ce soit au practice. J'aime bien faire mon wedging le lundi aussi à chaque fois. Et puis après, putting et prendre peut-être un premier feeling sur le parcours. Et puis après, en fait, chaque jour a un peu un but précis pour moi, de répétition ou de peut-être un petit travail. Il y a toujours quelque chose à bosser en soi, que ce soit techniquement. La sensation n'est pas toujours parfaite également, donc c'est un travail assez constant en fait toute l'année. D'accord. Et c'est des grosses journées que tu fais en tournoi ou tu essayes quand même de te ménager? J'ai tendance à passer pas mal de temps sur les zones d'entraînement en tournoi. En général, ça dépend un peu de chaque semaine, mais on peut dire un 9h, un mardi, ça peut être un 9h, 17h. Ouais.
Mais c'est voilà l'importance de la préparation physique d'être ça, c'est d'être endurant pour pouvoir encaisser du temps sur des journées d'entraînement. C'est vrai que on peut avoir cette image du mec qui pousse de la fonte, qui se déchire, etc. Mais il n'y a pas que ça. J'imagine que dans ta préparation physique, il y a aussi du cardio Ouais, il y a du qui est fond. fait pour pouvoir Bien sûr, ouais. voilà, soutenir ces grosses journées Non, d'entraînement. non, c'est clair. Mais il encore faut une fois, du voilà, fond. ça c'est ta façon de t'entraîner, mais il y en a qui sont beaucoup plus souples à ce niveau-là. Je veux dire, les meilleurs joueurs du monde, il y en a qui s'entraînent 12 heures par jour, mais il y en a qui s'entraînent aussi 6-7 heures, quoi. On va pas se mentir. Je pense qu'il faut se connaître avant tout. Il faut savoir que les meilleurs joueurs du monde travaillent, mais que c'est pas passer, voilà, ce qu'on disait, 13 heures, 14 heures par jour. Il faut aussi que ça soit intelligemment fait, avec du repos, et tout simplement comme ça. Ouais. Moi, j'aimerais qu'on avance dans un petit peu les questions sur on va revenir sur tes meilleurs mouvements, souvenirs golfiques, les victoires importantes. Bon, on a déjà dit la principale en championnat de France de double avec moi, mais on peut peut parler aussi des autres. Je suis d'accord. Non, tout ça. Je voudrais revenir sur tes victoires. On va dire en tant que joueur professionnel. On a vécu. Pour ma part, et je crois qu'Antoine aussi était avec moi, un petit peu ton début de carrière où tu étais souvent en position de gagner, tu étais venu sur le Pro Golf Tour aussi, tu finis 2 fois deuxième, et voilà que tu n'arrivais pas à avoir cette victoire qui finalement que tu as eu sur le Challenge Tour. Est-ce que celle-ci elle a une saveur différente, ou est-ce que sur le Tour c'était c'était autre chose? Parle-nous un peu de tes 5 victoires et comment tu t'en souviens. Parce que c'est vrai, non, excuse-moi, je te coupe, c'est vrai que ton jeu, quand tu étais sur App Store, tu avais déjà un jeu, honnêtement, qui te permettait de pouvoir tous les planter. Voilà. Il y en a qui sont un peu limites. Deuxième sur le App Store. Voilà, et c'est vrai que tu as été souvent en position, mais tu n'avais jamais réussi à concrétiser. Comme tu dis, Kevin, c'est vrai que tu étais ensuite membre du Challenge Tour, tu étais venu sur le Pro Golf Tour, tu avais fait 2 fois deuxième. Mais tu avais même perdu en playoff, je crois. Oui, Ouais. mais tu avais même fait exprès, tu n'allais pas sur le Challenge Tour parce que tu te sentais pas prête, enfin tu sentais que tu avais besoin de reprendre confiance. Il y a un moment où tu avais le choix entre avoir des invites et aller jouer tout. Alors ça, c'était ma première saison. Sur la première saison. Première saison, vu que j'avais fait une bonne carrière amateur, j'avais quelques invitations sur le Challenge Tour et j'avais mal démarré, j'étais stressé, j'étais pas bien, et là où Benoît du Colombier avait été très très fort avec moi, c'est qu'il m'avait quasiment forcé à retourner sur l'Alps Tour, reprendre des marques et reprendre confiance, et il a eu raison parce que j'ai fait une super saison après ça, j'ai fini 3 fois deuxième et je suis monté sur le Challenge Tour pour l'année d'après. Parce que c'était pas facile, je trouve, à gérer de se dire je démarre sur le Challenge Tour, il y a déjà un sacré niveau, et juste je vais jouer 10 tournois au meilleur des cas, je vais pouvoir faire 10 tournois et il va falloir que je garde ma carte en 10 tournois. C'était pas mal de pression, quoi. Et j'arrivais pas à me libérer. Donc je suis passé par le Alps Tour et première saison sur le Challenge Tour derrière, où ça se passe plutôt correct, je finis 45e, rien d'exceptionnel, mais saison où j'avais l'impression d'avoir pas très bien joué, au final de finir 45e, ça m'avait plutôt donné confiance qu'autre chose. Et c'est début de la saison d'après où j'ai eu cette fameuse première victoire, c'était en Espagne, au Challenge Tour d'Espagne. En 2019, ouais. Alors honnêtement, je vais pas vous mentir, j'avais eu de la réussite. Parce qu'au 15, je rentre un coup de fer. Non mais il en faut, enfin franchement on m'a dit une fois qu'est-ce qu'il faut pour gagner, moi je suis désolé, il faut un peu de cul. Parce qu'il faut toujours le moment où on fait un mauvais coup, la balle prend un arbre, vient sur le fairway. C'est impossible de gagner un tournoi aujourd'hui en prenant regarde tous les fairways. Mathieu sur le PGA Tour, je crois que c'est au 15 où il fait... Sa balle s'arrête à 1 mètre de l'eau. 1 mètre de l'eau derrière le green, il fait chip putt derrière. Enfin voilà, ça il faut un peu de réussite, c'est clair. Et moi ce jour-là, on est au 15 et je me vois très bien... je prends un demi-flyer un moment sur un coup et ma balle tape le drapeau, rentre dans le trou. Et là, je passe en tête. Il reste 3 trous. Donc, je pouvais pas rêver mieux. Et j'ai quand même tenu sur ces 3 derniers trous pour gagner ma première victoire. Et truc incroyable, c'est qu'en fait, j'ai gagné la semaine d'après. Donc, en République tchèque. Et là, par contre, j'avais full confiance. Et là, par contre, j'avais déroulé énorme. Et j'avais gagné avec 7 coups d'avance. Je me souvenais plus ça. Et on s'était rejoint à l'aéroport, je me souviens, parce qu'on revenait d'un tournoi en République tchèque aussi. Ouais, c'était drôle. Et non, là, ce qui était incroyable, c'est qu'après 3 tournois dans la saison, j'avais déjà validé ma montée sur le circuit européen. Donc ça, c'était assez dingue. Maintenant, quand on parle de gagner sur le tour, c'est quand même autre chose, parce qu'il y a beaucoup plus de pression. Il y a des caméras, il y a du public, il y a des joueurs qui ont un standing
voilà, que c'est un autre niveau et on se retrouve à jouer avec des mecs qu'on regarde à la télé depuis toujours, quoi. Donc c'était autre chose et j'avais gagné le dernier tournoi de la saison régulière avant la grande finale. Donc c'était assez marrant. Et je me souviens pour l'anecdote, donc j'arrive à la finale de la Race to Dubai la semaine d'après. C'était au même endroit parce que j'avais gagné sur le Fire Course de Jumeirah et la finale était sur le Earth Course. Donc c'était au même endroit, c'était assez drôle et débarque Rory McIlroy et compagnie. Rory qui vient me voir au Player Lounge, qui me tape sur l'épaule, félicitations. Je dis, oh, bon, il sait comment je m'appelle, incroyable. Donc voilà, mais ouais, gagner sur le tour, c'était hyper particulier. Ça scorait très très bas cette semaine-là en plus, et donc ouais, c'était beau. T'as pas une appréhension maintenant, parce que alors effectivement quand tu gagnes des gros tournois, enfin certains gros tournois, ça te donne un certain nombre d'années d'exemption. T'as fait des saisons qui sont magnifiques. Est-ce que t'as pas quand même, lorsque tu refais une saison, parce que tu as plein de droits de jeu toute l'année, mais tu n'es pas assuré pour l'instant l'année prochaine à chaque fois de jouer, il faut que tu termines dans les c'est les 110 de la race, quelque chose comme ça. Est-ce que du coup t'as quand même une pression en débutant le tournoi, en débutant la saison qui arrive, où tu te sens vraiment tellement en confiance que du coup t'y penses même pas en fait au top 110 de la... Je pense vraiment qu'il faut avoir confiance en soi. Honnêtement, je me suis prouvé beaucoup de choses depuis que je suis passé pro. Ça fait 4 ans que je joue super bien. Honnêtement, enfin, je veux pas paraître prétentieux en disant ça, mais je dois pas jouer pour garder la carte. C'est pas possible. Je dois avoir beaucoup plus d'ambition que ça. Déjà, me mettre comme objectif de me qualifier pour la finale de la Race to Dubai en fin de saison, c'est un signe d'une belle saison. Donc moi, c'est quand même plus mon objectif tous les ans. J'ai pas envie de penser à cette carte. Si je me retrouve Et en septembre, avec 12 points au compteur et compagnie, là, il va y avoir... on va tirer sur la sonnette d'alarme, mais ton idée, de toute façon, ça va être de gagner des tournois, ça va être de monter plus haut que le tour européen ou que juste une finale de la race. Donc garder la carte, ça fait pas partie de l'équation en fait. Non, il faut avoir un peu d'ambition parce que sinon on regarde sans cesse derrière soi dans le rétro et ça ça ralentit, ça freine, ça peut bloquer certains joueurs même d'avoir peur de tout perdre. Mais honnêtement, en ce qui me concerne, je suis plutôt bien de ce niveau-là, de toujours regarder d'avant. Mon but, c'est de me qualifier pour le PGA Tour, etc. Donc, ouais, d'ailleurs, il y a une nouvelle carotte là qui est arrivée depuis l'an dernier. Mathieu et Victor ont pu profiter. Et du coup, ça, c'est un réel objectif. Du coup, c'est une ascension. Toi, c'est un objectif d'aller sur le PGA Tour. Ouais, complètement. Franchement, c'est là-bas que ça se passe. J'ai fait la fac US, je connais bien le pays. Moi, ça me fait kiffer. Ouais, franchement, j'ai envie d'aller là-bas. J'y ai un petit peu goûté. C'était en 2021 quand j'étais monté. J'avais été 63e mondial au mieux. Donc j'avais eu un peu des invites sur le PGA Tour et franchement ça m'a trop donné envie, quoi. J'ai envie d'y retourner. C'est une autre dimension, les tournois, c'est des vrais événements. Il y a des dizaines de milliers de personnes toutes les semaines. Les parcours, c'est un truc de dingue. Donc non, franchement, ça me fait rêver et ce qu'a fait Mathieu, ça fait encore plus rêver, quoi. C'est dingue ce qu'il a fait, donc ça donne envie. Ouais. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que Mathieu, par exemple, qui a gagné, est exempté jusqu'en fin 2016, si 26. Je dis pas de bêtises, 2026, pardon. 2016, ça serait on est 10 ans en arrière, merci. Il a pas gagné le tournoi, Antoine, s'il vous plaît. Arrêtez cette vodka là, c'est gentil, mais ouais, jusqu'à fin 2026. Donc, tu vois, maintenant, sa présence sur le PGA Tour, il l'aborde peut-être d'une façon un peu plus sereine, comme je disais, tu vois, avec des nouveaux objectifs. Donc, c'est pour ça que je mettais ça en place et je faisais ce rapprochement de, voilà, toi, tu n'as pas la saison 2025 d'assuré. Je veux dire, est-ce que peut-être tu crois que si... alors, bien évidemment, ton objectif est sur le PGA Tour, mais si tu te retrouves dans une position comme Mathieu Pavon qui gagne, ça te permet d'être libéré d'une façon différente que si tu devais essayer de garder ton droit de jeu sur le PGA Tour. Ouais, complètement. C'est sûr que là, il est dans une position plus qu'idéale. Il peut jouer complètement libéré et c'est que du bonus, en fait, ce qui va lui arriver maintenant. Quoi qu'il arrive, il est là jusqu'en 2026. Il faut qu'il profite à fond, quoi. Il joue tous les plus gros tournois du monde. Tous les plus gros tournois. Il a sa catégorie de vainqueur. Franchement... Maintenant, d'ailleurs, t'as des majeurs ou t'es sûr de rentrer cette année ? Non, pas cette année. C'est dommage. C'est le top 30 de la dernière Race to Dubai. J'ai fini 33e. D'accord.
Donc, Ça t'aurait dommage. permis quoi, British, British, ouais. British, ouais. Après, il y avait l'USPGA, là, il y a une deadline, je crois, dans un mois et demi. C'est le top 110 mondial. Là, je crois, à 130. Et le problème, c'est qu'avec mon appendicite, là, je vais pas jouer pendant plusieurs semaines. Donc, ça se complique peut-être un peu. Il va falloir qu'à ma reprise au Japon, je sois très, très bon, peut-être pour ça. Ouais, juste pour information, alors nous, ça nous a permis d'avoir Antoine aujourd'hui, mais Antoine est en arrêt là pour avec son appendicite il a été opéré la semaine dernière et tu reprends dans 4 semaines, c'est ça, tu disais à peu près? Non, les médecins disent que donc là j'ai 2 semaines complètement de repos sans rien faire, que je peux reprendre le putting, chipping, voilà, après ces 2 semaines et peut-être les full swing au bout de 3 à 4 semaines. Donc ça va prendre un petit peu de temps, il faut que tout cicatrise bien. Donc voilà, il faut pas trop se précipiter et prendre son temps. Moi, j'amène le petit débat du jour. Enfin, le petit débat. Non, c'est toi qui peux le créer tout seul. Donc, les clés vont être entre tes mains, mon cher Antoine. On a parlé du Tour européen, on a parlé du PGA Tour. Et depuis quelques petites années, il y a un nouveau truc qui est sorti un peu sous le sable, on va dire, parce que c'est peut-être pas sous la terre, c'est plus sous le sable, c'est de l'or noir. Et désormais, on a ce bon petit circuit qui s'appelle le Live. Ah oui. Et je voulais savoir, on voulait savoir comment toi tu voyais aujourd'hui l'évolution du golf mondial, ton avis sur le Live, qui n'engage que toi et qui, notre avis, n'engagera que nous aussi. Et si t'avais approché aussi. Mais voilà, s'il y avait eu des tentatives d'approche de ta part ou de la leur, nous on a entendu que tu leur avais envoyé des mails, mais non, c'est une blague. Pas de fausses rumeurs. C'est une blague. Non, mais d'ailleurs, j'ai parlé avec Greg Norman, donc il me dit de te transmettre ça. Il te propose 30 millions de dollars tout de suite sur la table. Donc il me demande une réponse. Il nous demande une réponse à travers les tontons golfeurs. Donc nous aimerions avoir et on cette remercie réponse. Greg Norman d'ailleurs, qui est partenaire de l'épisode. Si tu peux me transférer cet email, on en reparle après. Je suis agent, j'ai une commission dans ça, donc s'il te plaît, je dois réussir à trouver. Il m'a donné son numéro, c'est FR76 3007. Alors vas-y, dis-nous un petit peu ce que Non, t'en penses. le Live, oui, il y a des trucs bien avec le Live, il y a des trucs moins bien. Je suis pas hyper fan de la formule. Je trouve que ça ressemble à une exhibition. Je trouve que le côté sportif n'est pas hyper séduisant. Le fait de rien pouvoir perdre dans ces tournois, ça me tracasse un peu, qu'il n'y ait pas de cut, de ne pas pouvoir perdre ses droits de jeu. Enfin, voilà, tous les joueurs sont sous contrat, souvent pour plusieurs saisons. Je ne suis pas hyper fan de ça. Maintenant, c'est sûr qu'ils leur balancent des montants qui sont complètement hallucinants et on ne peut pas en vouloir aux joueurs. C'est impossible. Moi, je connais bien Adrian Meronk qui a rejoint le Live en début de saison. Est-ce qu'il l'a fait parce qu'il l'avait un peu en travers de la Ryder ou Sûrement un petit peu. Il aurait vraiment mérité d'être dans cette équipe de Ryder Cup. Je pense qu'il avait peut-être envie de voir autre chose à ce moment-là. Ouais. Mais tout ça pour dire que non, c'est des montants qui sont impossibles à refuser. On propose de gagner 3 fois plus d'argent et de bosser 2 fois moins. Je connais pas un homme sur Terre qui aujourd'hui refuserait ce genre de contrat, c'est pas possible. C'est vrai que c'est ça qui est dingue parce que moi je considère que, enfin c'est pas moi que je considère, c'est que vous êtes des chefs d'entreprise et pour moi un chef d'entreprise qui décide de monter sa société, il est là pour prendre des risques. Je veux dire les plus gros chefs d'entreprise, c'est ceux qui prennent le plus de risques et c'est ceux qui gagnent le plus. Et là effectivement, pour moi je trouve qu'il n'y a aucun risque. Le seul risque, il n'est pas financier. Le risque effectivement c'est ta réputation, c'est pouvoir perdre potentiellement quelques sponsors. Et là on te dit limite les plus gros tournois du monde aussi. Voilà, donc mais là limite sponsors, mais vu le chèque que tu as pris, tu n'en as plus besoin de sponsors. Voilà, donc moi c'est vrai que ça me dérange un petit peu cette position du livre où c'est bon, bah alors oui, tu n'as plus rien à prouver, on est d'accord. Un mec comme Dustin Johnson qui a appelé Phil Mickelson, voilà, ce sont des personnes qui n'ont plus rien à prouver. Mais effectivement, encore un Adrien Meronk, bon, c'est vrai qu'il a quand même encore, c'est un très bon joueur. Ouais, en plus, il venait de monter sur le PGA Tour, donc pour lui, c'était vraiment la question où est-ce que je vais jouer le PGA Tour, ou pareil, il y a des gains qui sont colossaux, mais qui sont pas garantis. Donc bon, bah voilà, il a fait un choix, c'est comme ça, et ça se respecte. Mais toi, au niveau de jeu où t'étais, excuse-moi Antoine, au niveau de jeu où t'étais, t'as eu des propositions, des trucs, non, rien du tout.
rien du tout. Voilà, moi je blâme pas du tout le fait que voilà, on pose de l'argent, on dit tu le prends pas, parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'il faut être raisonné sur certaines choses. Je peux comprendre que lorsqu'on te pose 100 millions, 200, 300 millions, il y a peut-être des choses qui peuvent changer. Il y a peut-être aussi des projets que tu peux mener à bien. On parle d'associations. Je sais qu'Amon Smith, lui, l'aide aussi à beaucoup investir maintenant dans le côté associatif dans son pays. Donc je sais que cet argent n'est pas uniquement à des fins personnelles, mais à des fins aussi de développer d'autres projets. Mais c'est vrai que les montants, comme tu dis, sont colossaux. Et c'est... Après, pour revenir sur le livre, moi, il y a quelques trucs que j'aime bien. Le côté un peu festif, le côté... voilà, on a un peu le droit de tout faire. C'est open, c'est jeune. Ça, je trouve ça plutôt agréable à suivre. Ça amène une nouvelle dynamique un peu pour le golf et je trouve ça plutôt plaisant, honnêtement, à suivre. Quand je vois l'ambiance qu'il y avait en Australie, je crois, c'était juste hallucinant. Donc, non, j'aime bien ce côté-là. Je suis moins fan du sportif. Le côté sportif en shotgun sur 54 trous sans cut. Ouais. Même quand tu fais une partie de Uno, que tu joues pour rien, tu joues pour ton honneur. Là, tu prends ton chèque, tu joues même pas pour ton honneur, tu prends ton chèque. Ouais, donc le côté sportif du truc, il est quand même vraiment... Ils n'ont pas de pression. Enfin, tu vois, c'est vraiment de la détente. Et moi, ça me dérange. Le sport de niveau, pour moi, c'est pas ça. Non, mais ils ont beau avoir... avoir... C'est une exhibition. Ils ont beau avoir de l'argent, quand tu sais que tu finis dernier du tournoi, et peu importe le score que tu fais, tu prends 50 000... Après, est-ce que ça va pas changer un petit peu avec le temps, dans le sens où une histoire va un petit peu se créer, le fait de gagner tel tournoi, est-ce que le fait de gagner le livre à Valderrama, est-ce que ça va pas devenir mythique, par exemple? Donc, est-ce qu'il n'y a pas une petite histoire qui va se créer autour de ce circuit? Seul le temps pourra répondre à ça. Mais aujourd'hui, le côté sportif me fait pas vibrer. D'accord. Donc demain, ça dépendrait d'une somme, quoi, en gros. Je ne répondrai pas à cette question. À combien tu coûtes? Après, il y a aussi le sujet des points mondiaux, etc. Je trouve ça compliqué de leur donner des points mondiaux dans le sens où c'est une ligue fermée, où les 50 joueurs jouent que entre eux. Donc c'est très compliqué de dire aujourd'hui est-ce que DJ est meilleur que Rory parce qu'ils jouent jamais l'un contre l'autre à part 4 majeurs dans l'année. Donc moi, j'écoute beaucoup un podcast américain qui s'appelle No Laying Up. Et eux, du coup, depuis que le livre s'est créé, qu'il y a beaucoup de grands noms qui sont partis là-bas, ils n'utilisent plus du tout le OWGR, donc le World Golf Ranking. Ils utilisent que le Data Golf pour justement pouvoir expliquer. Donc le Data Golf, c'est par rapport justement au stroke gain des compagnies. Donc c'est le niveau de jeu qui a été développé par chaque joueur professionnel des plus grands circuits du monde. Et c'est ce classement mondial qui est en fait un classement mondial par niveau de jeu et non pas par l'obtention de points mondiaux. Et tous les mecs qui sont sur le livre reculent au Data Golf comparé aux joueurs qui jouent leur PGA Tour et compagnie. Leur niveau de jeu baisse. Ouais, en fait, il y a quelque chose comme sur le top 100 mondial du Data Golf, tu as 29 joueurs du livre. Donc, ce qui est beaucoup vu qu'ils sont que 50 joueurs en soi. Sauf que ces 29 joueurs ne font que reculer au classement du classement mondial Data Golf. Donc un mec comme Jon Rahm était numéro 2 ou numéro 3 quand il est arrivé, il est déjà passé numéro 6 ou 7. Et ça, c'est que du niveau de jeu, c'est pas des points mondiaux. Donc malgré tout, tous ceux qui jouent, au fur et à mesure sur le long terme, finissent par perdre un peu en niveau de jeu. Et je pense que ça va beaucoup avec ce qu'on dit, justement, comme quoi c'est le... En fait, c'est quand tu as quelque chose à perdre, tu es obligé d'aller mettre de l'huile de coude à l'entraînement, tu es obligé de te repousser dans tes limites. Quand tu as pris ton chèque de 600 millions, ils sont plus aussi. moins envie de te lever le matin. Quoi. Et puis ils sont peut-être plus aussi, il y a plus de concurrence, donc ça élève le niveau de jeu. Le fait d'avoir de la concurrence et de savoir que ça joue bien, autour de toi, ça te fait mieux jouer aussi. Enfin, toi, il y a toute une émulation vers la performance qui, je pense, effectivement, ils ont de moins en moins de semaine en semaine avec ce qui se passe sur le livre. Après, je sais pas du tout où ça en est. J'ai pas du tout compris. Puis ça casse. Collaboration qui. Je repensais à un truc, c'est que l'un des plus grands records du golf, c'est quand même les 144 cuts consécutifs de Woods. Même toi, comme tu dis l'année dernière, j'ai bien joué. On parle quand même de quelqu'un qui a gagné 3 fois sur le Tour européen. Enfin, t'es 130e mondial, tu dis que t'as été 63e au mieux. Donc on parle quand même d'un sacré joueur de golf. Et tu dis, genre l'année dernière, j'ai fait une bonne année, j'ai raté que 5 cuts. En termes de niveau de jeu moyen, c'est clair. Je suis super bon. Notre ami Tiger, 144 cuts consécutifs, c'est peut-être sa stat la plus impressionnante avec son nombre de semaines passées numéro 1 mondial. Mais ça, c'est une stat qui aurait plus de valeur s'il y avait plus côté cut. Dans un tournoi qui serait quand même dommage.
Après, ce que je trouve hyper dommage aujourd'hui dans le monde du golf, c'est que on les voit plus jouer ensemble, quoi. Là, on regarde le Players, c'est fantastique, mais qu'est-ce que ça serait bien de revoir un Kopka, DJ, Ram, Dustin. Exactement, ça fabuleux. apporterait une dimension Cameron Smith, incroyable. non. Alors, je pense qu'ils vont devoir trouver des solutions parce que les gens commencent un peu à se désintéresser. Alors, les majeurs, non, ça va toujours rester intéressant pour l'instant parce qu'il reste quand même 10-15 joueurs du livre qui peuvent y participer. Mais à terme, ils vont mais devoir pas Taylor trouver Bush. Mais pas Taylor Bush, non. Donc il y aura une Donc, Non, ça mais coûtera pourquoi, pas. par contre, pourquoi s'ils marquent pas de points mondiaux, pourquoi est-ce qu'ils ne leur donneraient pas des spots dans les majeurs? Pourquoi ils diraient pas Le top 5 du classement du livre ça joue les peut, majeurs. même le top 15, ça serait pas déconnant. Je veux dire, les 15 premiers du livre, les mecs, ils sont tous top 50 mondial, quoi. C'est pas. mais tu te rends compte quand même, c'est quand même beaucoup. Enfin, c'est pas très juste vis-à-vis des autres circuits, tu vois. Oui, mais à l'époque, peut-être. regarde les WGC qui ont été créés en 91, donc les World Golf Championship, ils ont été créés parce qu'à l'époque, déjà, Greg Norman avait voulu créer un espèce de circuit moins pétrodollar gavé comme le livre, mais il avait voulu faire ça. Réponse du PGA Tour, création des WGC, un truc complètement fermé, réservé aux élites. Combien il y avait sur les derniers? Je crois qu'il y avait 15 ou 25 000 dollars au dernier sur les WGC. C'était des épreuves complètement fermées et chaque étaient gavées, circuit, et elles étaient gavées de points mondiaux. et chaque Donc, circuit on a avait toujours des spots. Donné au meilleur. Et moi, je serais pour aujourd'hui que ces WGC reviennent, peut-être un peu moins qu'avant, mais on peut mettre 4 ou 5 WGC où chaque circuit aurait des spots, PGA Tour, European Tour, Asian Tour, Live, peu importe, Sunshine Tour. Ça ferait 5 tournois en plus où tout le monde pourrait se rencontrer. Les majeurs, pareil, donner des spots au Live, il n'y a aucun problème. Moi, honnêtement, de voir, j'en sais rien, même Louis Oosthuizen qui débarque sur un majeur, alors qu'aujourd'hui, il ne peut plus les faire. Bon, ça, c'est aberrant, quoi. Enfin, et je dis Oosthuizen, ça peut être n'importe qui. Il peut jouer British à vite, je pense quand même. Ouais, sûrement. Ouais, Ouais. parce Mais il a peut-être gagné. d'ailleurs encore des exemptions dans certains Ouais, sur majeurs. certains majeurs, Mais, ouais. Non, je pense que c'est fini parce qu'il a gagné le British à Saint-Andrews, donc en 2010, 15 Bah, 15. moi, je dirais 15 parce que 10, je crois que c'était Zach. 15, donc il me semble que quand tu gagnes un majeur, tu as 5 ans d'exemption dans tous les majeurs, je dirais. Je crois que c'est Donc, 10 ans c'est fini. circuit, 5 ans majeur Plus et un réduit, même, à c'est vie dans 7 ans, le c'est dans 7 ans, celui je crois, gagné. maintenant sur le Ouais, circuit. d'accord. enfin, voilà, moi, je suis vraiment pour que. C'est embêté qu'il n'y ait plus tous ces joueurs qui jouent, ouais, qui s'affrontent entre C'est eux. quoi. dommage qu'ils se jouent plus l'un contre l'autre. Vous vous souvenez du Dubai Desert Classic l'an dernier quand Patrick Reed et Rory McIlroy se Fabuleux. tiraient la bourre? C'était Fabuleux. fantastique, putain. Donc non, franchement, moi, je suis vraiment pour qu'il y ait plus de tournois en commun. Après, qui marquent des points mondiaux ou pas, moi, ça n'a pas d'importance. Maintenant, oui, j'aimerais les revoir plus souvent et qu'ils aient des spots dans ces tournois. Bon, bah écoute, super. Est-ce que avant de finir, on peut te demander, je sais pas, par exemple, une petite anecdote Ton meilleur et ton du pire tour. souvenir depuis Ah. que tu es dans le golf. Oh là Ça, là. c'est dur. Alors le pire, ça va pas être dur, parce qu'il est récent. Mais le meilleur, je dirais... J'hésite un peu, parce que... Arrête, ça me touche. Ça me touche trop. Tu vas reparler encore de la vie. Ah là là, il y avait ce tournoi de double en 2011, là, c'était... J'ai les larmes aux yeux. Tu penses Ressors les photos, Antoine. Peut-être la Coupe des 4 de Paris. J'hésite. mais- À la victoire en net. Ouais. Non, franchement, il y a eu les JO. C'était fantastique. Je les mettrais un peu à égalité avec les 3 victoires sur le tour. Donc c'est dur d'en choisir un. Les JO, c'était cool. Et le pire, bah, franchement, je vous dis, il y a 10 jours, quand j'ai eu mon appendicite, que je suis tout seul à l'autre bout du monde, pour aller me faire opérer, c'était pas très drôle, quoi. Ouais, oui. On lui fait un C'est, petit coup dans le ventre et ça va plus. Ouais. Se retrouver aux urgences de Johannesburg, c'était pas le plus drôle. Donc, ouais, je mettrais ça peut-être dans le plus mauvais souvenir. Ok. Et un petit tips pour les gens qui nous écoutent, un petit truc alors, plutôt orienté pour les amateurs. Moi, j'ai envie de leur dire, prenez des cours. Ah, merci. Prenez T'as beaucoup bien de lu la cours. pancarte que t'as mis en face de toi. Non, mais en vrai, c'est dur de donner un conseil précis, mais prenez des cours, parce que souvent, les profs ont quand même les meilleurs conseils à vous donner avec vos swings et vos jeux. C'est important. Allez sur le parcours, allez jouer. Et c'est quand même un bon moyen de progresser. Voilà. Ok. Bon les gars, écoutez, merci pour cet échange. Merci Antoine pour vraiment tout ce temps que tu nous as accordé aujourd'hui.
On remercie nos partenaires et puis je te laisserai terminer, Seb. On remercie une nouvelle fois Callaway qui nous soutient dans tous nos projets. Donc on les remercie vraiment beaucoup parce qu'ils sont toujours là à nos côtés. Un grand merci à Golf Planet où vous pourrez recevoir dans la newsletter du lundi. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit pour recevoir toutes les infos, surtout toutes les news du golf et notamment les sorties des épisodes des Tontons Golfeurs pour rien louper. Et puis télécharger l'application, elle est gratuite sur le site web. Et je laisse la parole à notre ami Sébastien pour clôturer tout ça. Merci à vous toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à toi, Antoine. Avec plaisir. Non, je parlais à Antoine Schwartz. D'avoir été une nouvelle fois avec nous. Merci. Non, bien évidemment, merci à toi, Antoine, d'avoir été là avec nous. C'était top de se retrouver, en plus chez toi, dans une ambiance cool, même si c'est surtout à cause de ta blessure qu'on a pu t'avoir aussi vite. Mais merci d'avoir été là pour nous partager ton avis, ton expérience. C'est toujours aussi sympa de passer un moment avec toi. Merci à vous toutes et à tous de nous avoir écoutés, encore une fois jusqu'au bout. N'hésitez pas avec tous vos commentaires, vos messages, vos mails, vos étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aide beaucoup. Antoine, tu voulais rajouter quelque chose ? Juste faire une petite dédicace à Thomas Perrault qui a gagné le championnat du club de la Boulie. Non, mais on n'est pas sur Skyrock, Antoine. On fait féliciter et appelez le 17 pour gagner. Bravo à toi. Et à notre ami Hugo qui finit deuxième quand même. Exactement. Bravo aux deux. Donc nous, on vous dit bien évidemment pas le mardi d'après, mais le mardi d'après. On se retrouvera encore pour l'épisode 7. Merci à tous les trois et à moi-même d'avoir été là pour cet épisode. On espère que ça vous plaira. Et puis à très bientôt. Salut. À bientôt.